Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie donc de participer à ce webinaire qui est co-organisé par les pôles Aerospace Valley et Derby. Donc ce webinaire sera dédié aux technologies Grand Gap, SIC et GaN. Ces dernières années, ces technologies, je dirais, font l'objet de beaucoup de travaux, de recherche, de projets. Elles sont essentielles pour les dispositifs d'électronique de puissance moderne, pour améliorer, pour optimiser en particulier l'efficacité énergétique et puis favoriser l'intégration. Donc nous aurons trois interventions. La première donc de Mathieu Gavel du CEATEC Occitanie. Ensuite, Frédéric Moranchot prendra le relais pour je dirais, faire sa présentation au nom du LAS CNRS. Et puis nous terminerons sur une touche plus industrielle concernant, je dirais, le développement et la maturité de composants de puissance SiC et GaN. Donc la présentation sera effectuée par Eric Moreau de Hexagan ST Microelectronics. Alors, planche suivante, quelques mots sur le déroulement du webinaire. Donc, durant les interventions, les micros seront coupés, mais vous aurez la possibilité de poser des questions par écrit. Vous avez l'icône questions qui est sur la droite. À l'issue de chacune des interventions, les questions seront posées par les co-organisateurs aux intervenants. Et puis, à la suite du séminaire, si vous avez des remords par rapport aux questions ou si vous en avez de supplémentaires, vous pourrez nous les transmettre et puis on les communiquera aux les co-organisateurs les communiqueront aux intervenants de façon à obtenir des réponses. À la fin du webinaire, donc ce webinaire est enregistré. Et puis, donc, un replay sera disponible dans les 48 heures normalement, ainsi que les présentations avec l'accord des speakers. Voilà. Slide suivant. Donc, Aerospace Valley, vous avez des coordonnées au niveau Aerospace Valley et vous avez effectivement celle d'Émilie Sévenot et la mienne dans la page précédente. Donc, slide suivant. Je passe la parole à Marine, donc pour le pôle Derby. Merci. Oui, donc Marine Oman, je suis chargée de projet pour le pôle de compétitivité Derby, juste pour présenter en quelques mots le pôle très rapidement pour laisser la place aux interventions. Donc le pôle Derby, c'est le pôle de la transition énergétique qui travaille sur le territoire de l'Occitanie. Il a été labellisé par l'État en 2005, donc lors de la première salle des pôles de compétitivité. C'est un réseau d'environ 160 adhérents qui travaillent du coup sur cette thématique qui se veut large de la transition énergétique, qui accompagne l'ensemble des filières ENR. Et donc, c'est un pôle qui est basé à Perpignan, mais qui a deux chargés de projet dans les territoires. Donc, mon collègue Guillaume Thomasset, dont les coordonnées sont inscrites à l'écran, qui va plutôt vous accompagner sur la partie ex-Languedoc-Roussillon. Et puis, moi-même, qui suis basée donc à Toulouse et qui accompagne les adhérents plutôt ex-Midi-Pyrénées. Et donc, c'est avec plaisir que nous avons co-organisé cet événement avec Aerospace Valley sur une thématique qui intéresse également nos adhérents. Voilà. Je ne serai pas plus longue. Merci Marine. Donc on donne la parole, je dirais, aux interventions. Donc le premier intervenant est Mathieu. On va lui passer la main. Voilà, donc Mathieu, à toi. Très bien, merci beaucoup. Donc je vais essayer de partager mon écran correctement. Est-ce que vous voyez ma présentation? C'est parfait. Oui. C'est tout bon. Donc je vais pouvoir démarrer. Donc merci, déjà merci au pôle à l'Aerospace Valley d'avoir co-organisé ce café techno là sur cette thématique. C'est une thématique que l'on porte depuis de nombreuses années côté CEA, mais également par mes collègues qui prendront le relais suite à ma présentation. Et du coup, merci au pôle de nous avoir sollicité pour vous donner quelques éléments
Alors moi je dirais là, ça sera assez macroscopique sur le pourquoi des technologies SiGeGaN pour l'électronique de puissance, à travers quelques éléments contextuels et quelques éléments concrets. Et donc l'idée de cette présentation, c'est d'avoir une vue assez large, macro, de l'intégration, comme l'a dit Philippe, de ces nouveaux composants de puissance dans les systèmes de conversion de l'énergie. Hein. Vraiment, on est dans un cadre de rupture technologique. On parle beaucoup aussi de deuxième révolution de l'électronique de puissance. Donc, je vous expliquerai ça à travers quelques éléments contextuels. Des perspectives applicatives, donc l'utilisation de ces composants dans des applications concrètes de grands marchés industriels. Un cas vraiment représentatif qui est celui de la filière automobile. Puis, je terminerai avant la conclusion à travers un exemple de réalisation que nous avons pu faire côté CEA avec nos collègues du LETI, hein, notamment impliqués sur le sujet. Et des éléments pour conclure, mais aussi quelques interrogations, hein, puisque ce sont des technologies émergentes et évidemment, elles soulèvent un certain nombre de questions. Donc, je démarre la présentation avec la partie beaucoup plus contextuelle. Donc, évidemment, là, on est dans un cadre qui est très focus sur des problématiques liées à la transition énergétique. Hein, donc, on a tous bien conscience aujourd'hui qu'on ne peut plus continuer à avoir une consommation telle qu'elle est aujourd'hui. Hein. Notre façon de fonctionner n'est plus du tout pertinente avec les problématiques liées notamment au réchauffement climatique, entre autres. Et on a besoin de penser, de concevoir et de converger vers de nouvelles formulations et notamment de décarboner notre énergie, de minimiser les énergies fossiles que l'on utilise aujourd'hui et notamment de produire une énergie beaucoup plus propre. On parle d'énergie verte hein, notamment. Et cette production d'énergie, elle passe également par de l'électronique de puissance. Pourquoi? Parce que l'électronique de puissance, c'est quand même un domaine qui est majeur sur l'utilisation de l'énergie beaucoup plus efficiente, notamment puisque c'est le domaine qui va nous permettre de convertir, de transformer cette énergie de façon la plus optimale possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire hein? Clairement, c'est faire en sorte, lors de la transformation de cette énergie, de minimiser ses pertes, donc du coup d'en minimiser la consommation. Et tout ceci aussi dans un leitmotiv, si on s'intéresse par exemple à l'électrification des transports, hein, qui est l'exemple qui est présenté ici, à travers de l'hybridation ou de l'électrification totale, de minimiser son encombrement et son impact, notamment au sein des systèmes auxquels ces nouveaux systèmes de conversion seront intégrés. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu commun qui émerge, c'est de l'électronique de puissance pour de la conversion de puissance qui sera beaucoup plus compacte, beaucoup plus efficiente, beaucoup plus légère. Et donc, cet enjeu commun, c'est vraiment de la haute efficacité à un haut niveau de densité de puissance. Voilà vraiment un élément contextuel via la problématique de la transition énergétique. Sur le slide d'après, j'ai repris un exemple qu'avait présenté David Trémouille lors d'un précédent séminaire. David Trémouille, chercheur au LACNRS dans l'équipe de Frédéric Moranchon, et qui avait notamment, à travers une formulation faite par un secrétaire d'État en 2018, présenter la problématique de notre consommation en tant qu'occidental, hein, c'est-à-dire que si tout le monde au sein de la planète consommait comme nous, il faudrait 5 planètes pour pouvoir répondre à nos besoins de consommation. Donc, on voit bien que la seule solution, ça serait de chercher 5 nouvelles planètes. On comprend bien que ce n'est pas possible. Mais du coup, là, on voit qu'il y a clairement une fenêtre d'ouverture à travers une optimisation de la conversion de l'énergie et du coup une opportunité pour introduire une réelle rupture technologique via l'intégration des nouveaux composants de puissance. Et notamment, on parle beaucoup des composants grand gap, et en particulier le carbure de silicium et le nitrure de gallium. Un exemple bien représentatif aussi pour illustrer ces propos, c'est le concours qui avait été coporté par Google, la société Google et I3E, et notamment qui avait proposé à l'ensemble on va dire des acteurs de l'électronique de puissance de partir sur la base, alors je vais essayer de vous présenter avec un pointeur, donc de partir sur une base d'onduleur de kilowatts de référence et d'imposer un cahier des charges qui consisterait à minimiser cet onduleur et à le faire entrer dans une petite boîte, donc qui est la petite boîte qu'on voit ici, du Littlebrook Challenge, suivant des critères évidemment précis, c'est-à-dire ne pas perdre en performance, optimiser la gestion de la thermique, intégrer aussi les problématiques liées aux émissions de CEM, donc les émissions rayonnées, les émissions conduites,
et faire en sorte que cet onduleur ait la densité de puissance la plus optimale possible. Donc plusieurs solutions ont été proposées et notamment les plus performantes ont été proposées à base de nitrure de gallium et de carbure de silicium. Pourquoi ces composants-là, on le verra après, notamment Frédéric expliquera bien beaucoup plus en détail les performances de ces composants-là, mais c'est que c'est des composants qui nous permettent aujourd'hui de converger vers des systèmes beaucoup plus denses, beaucoup plus performants et beaucoup plus efficients lors de la conversion de puissance, qui est l'élément moteur des systèmes de conversion de l'énergie. Et donc on voit que le lauréat, qui est ici, a proposé une solution d'onduleur de kilowatts à base d'interrupteur GaN, beaucoup plus performante que la solution initiale. Et de mémoire, j'ai cru avoir lu que la densité de puissance globale de ce système-là atteignait les 9 kW par litre, ce qui était vraiment remarquable. Donc on voit vraiment qu'on tend vers plus de puissance et d'efficacité dans des volumes et des encombrements réduits, et que l'intégration de ces nouveaux composants GaN vraiment nous amène une réelle rupture qui va vraiment dans le sens de l'optimisation énergétique. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est qu'aujourd'hui, on est en mesure, via l'optimisation des procédés de synthèse de fabrication de ces matériaux-là, de pouvoir les proposer à des coûts relativement réduits, donc ils sont toujours plus importants que ceux en silicium, mais ils tendent aujourd'hui à converger vers des coûts quasi similaires, notamment pour le composant GaN. On y reviendra par la suite. En termes de performance, donc on parlait de propriétés remarquables, hein, donc je vous présente ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, une figure de mérite des principales propriétés de matériaux. Donc en rouge le matériau silicium, en bleu le carbure de silicium et en vert le nitrure de gallium. Mais ce qu'on voit, c'est que le GaN et le SiC, clairement, outrepassent largement les performances du silicium. Donc ça nous laisse espérer de pouvoir également largement dépasser dans des cas applicatifs les performances au niveau du système via l'utilisation d'interrupteurs en GaN ou en carbure de silicium. Un interrupteur, un transistor de puissance. Donc on voit que via l'utilisation de ces matériaux, on tend vers des applications haute tension, à des fonctionnements de température beaucoup plus importants, donc qui permettront de minimiser l'encombrement des systèmes d'évacuation thermique, mais aussi vers des applications à beaucoup plus haute fréquence. Alors, beaucoup plus haute fréquence, on pourra minimiser l'encombrement induit par l'utilisation, par l'intégration nécessaire d'éléments passifs, magnétiques, etc. Et donc, encore plus, tendre vers de la densité de puissance et une minimisation des convertisseurs de puissance. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'utilisation de ces matériaux, qu'est-ce qu'elle nous permet? C'est de concevoir des transistors. Donc, un transistor est un interrupteur qui permet de faire circuler le courant ou de s'opposer au passage du courant. Le transistor idéal, lorsqu'il est ouvert, il s'oppose totalement sans perte au passage du courant. Lorsqu'il est fermé, il permet au courant de circuler sans perte cette fois-ci. Mais dans le cas réel, on voit bien que c'est pas du tout ça qui se passe. Hein. Lors de la fermeture de l'ouverture d'un composant, on voit bien que des éléments perturbatifs apparaissent. Et on voit que l'utilisation des composants grand gap, je ne rentre pas dans les détails, Frédéric expliquera beaucoup mieux que moi, ces perturbations lors des transitions d'état, donc transition d'état c'est l'ouverture ou la fermeture d'un interrupteur, sont vraiment moindres dans le cas ici du GaN qui est présenté sur cette figure. Donc, qu'est-ce que cela implique? C'est que clairement, aujourd'hui, on dispose de matériaux dont les propriétés intrinsèques sont largement supérieures à celles du matériau silicium. Et donc, on peut envisager d'utiliser des interrupteurs de puissance beaucoup plus performants qui permettront à bon escient d'optimiser encore plus les performances, in fine, des convertisseurs de puissance. Donc, le SiC, ça a pu être fait via l'optimisation de la qualité du matériau, et notamment la maîtrise des différentes interfaces. Le GaN, aujourd'hui, on arrive à le fabriquer sur des plaquettes 200 mm, sur des lignes compatibles CMOS, donc à des coûts relativement réduits. Et on voit bien que ces matériaux, aujourd'hui, nous permettent d'espérer à une contribution majeure à l'optimisation de la densité de puissance et l'efficacité des convertisseurs. Donc ça, c'est des messages vraiment importants qu'aujourd'hui, nous faut faire passer, puisque c'est clairement vers ce à quoi ces nouveaux composants nous permettront d'aller demain. Et c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui. Donc, en termes de perspective applicative, où on en est? Actuellement, les principaux composants de puissance sont faits à base de silicium et on parle d'IGBT ou de MOSFET de puissance qui sont les deux principaux interrupteurs de puissance disponibles dans le domaine de l'électronique de puissance. Donc, ils sont fabriqués sur des plaques silicium 8 et 12 pouces, 8 pouces 200 mm, 12 pouces 300 mm. Et l'émergence des nouveaux composants sont plutôt en carbure de silicium avec des structures verticales fabriquées sur des plaquettes 6 pouces pour des problématiques
d'homogénéité du matériau, on ne peut pas aller au-delà, donc ça génère un coût supplémentaire, sachant que déjà à la base, le carbure de silicium est relativement onéreux. Par contre, le nitrure de gallium peut être fabriqué sur des plaquettes 200 mm, donc de 8 pouces ou de 6 pouces, mais plutôt aujourd'hui la tendance est sur du 8 pouces, mais avec une structure un peu différente des structures conventionnelles verticales où la structure sera latérale. Donc, ça induira la structure latérale des problématiques au niveau du refroidissement et de l'extraction des calories. Par contre, un gros intérêt pour l'intégration monolithique de fonctions, qui est un des enjeux aussi de l'utilisation de ces composants. Donc, en termes de visée applicative, vous avez sur cette figure qui est issue d'un rapport de YOL, développement, de 2019. On voit les principaux domaines d'application de l'ensemble des interrupteurs de puissance existants aujourd'hui. Et on voit clairement que le SiC et le GaN se positionnent sur deux volets. Hein, le SiC plutôt sur des applications à forte puissance, le GaN sur des applications à haute fréquence, avec un petit recouvrement entre les deux, mais qui sera somme toute limité. Donc on voit bien qu'il y a une place pour ces deux types de technologies. Qui cohabiteront sans problématique particulière, se posera peut-être effectivement pour certaines applications une préférence qui sera peut-être arbitrée par des problématiques notamment liées au coût ou de robustesse ou de fiabilité, ou on verra sur des marchés de niche, sur d'autres sujets également, mais ça sera plutôt aux utilisateurs de les imposer plutôt qu'aux fabricants. Donc clairement, hein, on voit que ces technologies présentent une réelle opportunité pour les grandes filières industrielles, évidemment l'automobile, via l'électrification des véhicules, on y reviendra par la suite. Évidemment également l'aéronautique, hein, on parle de décarbonation de l'avion dans le grand plan de relance dont nous avons tous entendu parler. La transition numérique via, alors je ne vais pas dire l'émergence, mais le déploiement de plus en plus important de data centers pour pouvoir gérer nos données. Hein. On voit que la crise sanitaire a eu pour effet d'accroître encore plus ce besoin-là pour pouvoir optimiser au mieux le traitement et la génération des données numériques. Et je ne parle pas non plus des problématiques liées au transport de ces énergies ou à leur future utilisation dans des bâtiments dits de plus en plus intelligents. J'en viens maintenant à travers encore ces perspectives applicatives, c'est qu'est-ce qui va se passer demain. Ce qu'on voit apparaître, c'est la grande tendance qui est présentée sur ce graphe ici, à travers également un rapport de YOL, hein, c'est une adoption de plus en plus significative. Alors pourquoi? Évidemment, il y a les performances, mais aussi parce que les utilisateurs commencent à être de plus en plus rassurés sur des éléments concrets, c'est-à-dire le gain amené par ces composants-là, leur coût, et également aussi quelques éléments concrets sur des premières approches liées à la robustesse et la fiabilité. J'y viendrai par la suite, hein, mais ce qu'on voit, c'est que depuis 2018 déjà, enfin même avant, le carbure de silicium est déjà présent de manière quand même assez significative. Alors on voit que tout ça est noyé dans le groupuscule silicium. Mais on voit que le GaN, dès 2019, donc, commence à émerger et par contre apparaît de manière de plus en plus significative au voisinage du milieu des années 2020. Et on voit que sa part marché, je ne vais pas dire qu'elle va accroître de manière exponentielle, mais elle va devenir de plus en plus importante. Alors évidemment, le silicium sera toujours majoritaire, mais les grands gaps présenteront un réel attrait quand on aura résolu un certain nombre de problématiques technologiques. J'y reviendrai par la suite, mais je pense que mes collègues aussi vont prendre le sujet. La problématique du prix, notamment pour le GaN, semble ne plus être un problème, puisqu'un grand fabricant de composants GaN sur silicium qui est GaN System annonce que les interrupteurs à moins d'$1 pourront être proposés rapidement dans les marchés de masse. Donc c'est ce qui est présenté ici. Donc il y a ici clairement la crise sanitaire. Donc on a vu qu'à travers la crise sanitaire, des grands plans de relance des filières ont pu être déployés. Et ces grands plans de relance ont tendance à plutôt accélérer l'adoption des nouvelles technologies. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et on voit clairement que le GaN et le SiC aujourd'hui ne font plus peur et sont plutôt apparents dans les roadmaps des futurs utilisateurs sur systémiers, équipementiers, ou d'autres acteurs de la chaîne de valeur. Et je vais en venir maintenant à l'exemple de la filière automobile, hein, qui est vraiment représentatif. Donc depuis un peu plus d'1 an maintenant, une grande initiative a été lancée par la filière, notamment par la plateforme française automobile, hein, à travers le déploiement d'un grand programme électronique de puissance porté par la PFA et dirigé par Rémi Bastien.
Et clairement, ce programme aujourd'hui a pour vocation à donner les grandes orientations, les grands aiguillages du véhicule de demain qui serait de plus en plus électrifié. Je ne vais pas dire électrique, mais de plus en plus électrifié, puisqu'on annonce que 100% du parc européen de véhicules devrait être électrifié d'ici 2030, voire même 70% du parc mondial. Donc ça va passer évidemment par une utilisation de plus en plus drastique d'électronique de puissance, via notamment de la charge embarquée, de l'onduleur moteur ou de la conversion DC-DC sur du bus 48 volts. Donc, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais c'est pour vous donner de grandes idées. Donc on voit que la filière aujourd'hui est un des catalyseurs, un des vecteurs de l'intégration de ce type de technologie et va nous donner les grandes orientations de demain. Et clairement, on voit qu'il y a 3 familles de produits qui se dégagent, donc la charge embarquée, pour optimiser la charge, déjà son efficacité, l'encombrement du chargeur qu'on va embarquer aujourd'hui dans le véhicule et faire en sorte aussi que cette charge, on veut tous qu'elle soit la plus rapide possible. La conversion DC-DC aussi pour ébaisser ou élever les tensions pour des applications bien spécifiques. Je ne rentre pas dans les détails non plus. L'onduleur moteur aujourd'hui qui assure la transformation du signal de la batterie à un signal alternatif nécessaire pour le bon fonctionnement du moteur électrique. Donc on voit que cette efficacité énergétique au sein du système, elle va passer par évidemment l'intégration des nouveaux composants grand gap d'une manière la plus efficace possible. Et ce qu'on voit, c'est que clairement il y a de la place pour les deux technologies, que ce soit pour le GaN ou pour le SiC, avec un petit peu de recouvrement. Et on voit que l'utilisation de ces deux technologies va nous permettre d'aller vers un véhicule de plus en plus électrique en minimisant l'encombrement des systèmes de conversion, leur poids, tout en garantissant et même en optimisant l'efficacité de ces grands systèmes intégrés. Donc c'est le message que la PFA est en train de faire passer. Et à travers ce grand programme, des projets têtes de filière ont d'ores et déjà été mis en place l'année dernière et sont portés par des équipementiers type Vitesco, Valeo, des fabricants de composants semi-conducteurs, donc évidemment on pense à Hexagon et STMicroelectronics, et des constructeurs, et notamment via l'impulsion d'un projet porté par Renault. Donc on voit que l'ensemble de la chaîne de valeur est concerné, et ces grands projets ont vocation à intégrer dans leur roadmap du carbure de silicium et évidemment un nitrure de gallium. Par exemple, Vitesco annonce pour 2025 la production d'un chargeur à base de GaN ou de SiC sur son usine de production à Foix. Mathieu, 3 minutes, s'il te plaît. Oui, j'arrive au bout. Côté CEA, donc nous, notre positionnement est également présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc je vais passer assez vite. Donc on est présent de la production du matériau GaN ou SiC vers l'intégration de composants que l'on conçoit également en LETI ou que l'on peut intégrer dans des systèmes applicatifs. Donc aujourd'hui, on est un peu plus de 150 chercheurs, ingénieurs, techniciens sur le sujet, déployés sur 3 sites majeurs, à Grenoble, à Chambéry et à Toulouse-la-Beige. Donc dans ce cadre-là, on développe des activités de développement et je vais vous présenter un cas concret d'un étage de conversion qu'on a réalisé pour des applications d'alimentation de serveurs pour data center qui est constitué de 2 étages, un AC/DC non isolé, un DC/DC isolé. Le but, c'est de fournir une énergie nécessaire au bon fonctionnement, par exemple des FPGA ou des microprocesseurs sur des data centers. Et donc, l'utilisation de ces composants GaN, elle nous permet d'espérer de pouvoir assurer la conversion à des très hauts niveaux d'efficacité. Donc, je vais aller assez vite. Vous n'hésiterez pas à me poser des questions par la suite, mais là, je vais vous présenter le cas, par exemple, d'un convertisseur PFC, Power Factor Correction, via l'utilisation d'une architecture totem pole qui est bien adaptée aux composants GaN. Et on a pu concevoir avec nos collègues du LETI ce type de convertisseur intégrant des composants GaN d'Hexagon, notamment à travers une équipe commune déployée entre Toulouse et Grenoble. Et l'objet, c'était de faire un PFC intégrant des composants GaN sur le pont haute fréquence, assurant le redressement de la tension alternative du réseau vers du 400 VDC à un haut niveau d'efficacité de plus de 98%. Donc, je passe assez vite, je suis désolé. Donc vous avez en haut à droite le prototype qui a été réalisé, sur lequel est intégré le bras de pont avec des composants GaN. Donc toute la boucle de puissance et la boucle de commande intégrée sur une carte PHY pluguée sur une carte mère, au sein même de laquelle est intégré le microcontrôleur qui assure la commande de l'ensemble de la structure. Et là, je vous présente les performances obtenues. Donc, les performances de rendement sur la plage de puissance visée. En orange, le rendement en utilisant des composants GaN, d'Hexagon.
Donc, on dépasse allègrement les 90% qui était la cible initiale. On est relativement stable sur l'ensemble de la plage de puissance visée. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer le niveau de performance qu'on a eu avec un composant silicium équivalent à un composant GaN, donc équivalent en termes de RDS(on). Et ce qu'on voit, c'est qu'on a largement dépassé les performances du composant silicium, puisqu'on a plus d'1% d'efficacité en gain obtenu via l'utilisation des composants GaN et surtout une stabilité sur l'ensemble de la plage d'utilisation. Donc, je ne vais pas plus loin, mais on voit que l'apport du GaN est plus que significatif, il est colossal. J'en viens aux conclusions de ma présentation. Donc, clairement, aujourd'hui, l'utilisation de ces nouveaux composants de puissance représente une vraie rupture technologique. J'ai parlé de révolution de l'électronique de puissance, de la deuxième révolution. On voit que même si aujourd'hui, ils sont encore noyés dans le volume silicium, leur utilisation nous permettra de tendre vers des systèmes de conversion beaucoup plus performants, beaucoup plus efficients, avec des grands domaines qui se dégagent pour le SiC, plutôt de la forte puissance, par exemple de l'onduleur moteur, pour le GaN, des applications plutôt haute fréquence, par exemple consumer, type alimentation de data center, même de chargeurs d'ordinateur, mais pas que, hein, des systèmes aussi de recharge intégrés aux véhicules électriques ou hybrides, pourquoi pas. On voit que les différents contextes que l'on rencontre aujourd'hui, notamment la transition énergétique et également la crise sanitaire, vont nous permettre d'accélérer et catalyser leur future adoption à grande échelle, mais que néanmoins, des problématiques dont on traite résolues, et on pense à la stabilité de paramètres électriques. Je ne rentre pas dans les détails, Frédéric vous l'expliquera mieux que moi. Utiliser ces composants aussi, c'est pas seulement du plug and play, on ne peut pas remplacer un composant silicium par un composant grand gap. Il va falloir repenser la façon de concevoir les architectures de conversion. Donc ça aussi, c'est un élément relativement structurant. Le prix, je pense notamment au carbure de silicium, ou les problématiques et la diversité technologique et l'absence de standards. Donc ça, c'est une problématique liée notamment au GaN. Et évidemment, pour les futurs utilisateurs, c'est donner des gages et des garanties sur la robustesse et la fiabilité. Et à ce sujet, et j'arrêterai là-dessus, des grandes initiatives ont été lancées via des projets, le premier étant le projet Secret, porté par l'IRT Saint-Exupéry sous l'impulsion de Fabio Cocchetti. Et le deuxième, donc le projet Secret, a déjà démarré. Une seconde phase est en cours d'instruction et labellisée par la PFA. Et le deuxième sujet est celui de son alter ego en GaN, également labellisé par la PFA, que nous comportons avec VDCom, l'IRT Saint-Exupéry aussi, avec notre partenaire Hexagon ST, où là, l'idée c'est de faire la démonstration de la fiabilisation des composants GaN dans l'application, avec également une labellisation de la PFA. Et là, l'idée c'est vraiment de faciliter, d'accélérer l'utilisation de ces composants-là dans des futures applications. J'ai un peu débordé, mais j'arrête ici. Du coup, je suis ouvert à toutes questions, donc n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie. Merci Mathieu. Émilie ou Marine? Oui, peut-être une question qui vous est posée, Mathieu. Que pensez-vous de l'avenir de la technologie diamant qui est posée par Yves Anguenot? Alors, la technologie diamant, effectivement, c'est une technologie qui fait partie de notre roadmap, plutôt à long terme, parce que là, il va falloir développer des activités de recherche beaucoup plus amont. Pour déjà, évidemment, le matériau diamant est clairement un matériau qui présente un attrait significatif, hein, notamment pour des problématiques de tenue en tension, de bénéfices, notamment au niveau de la gestion de la thermique, mais par contre qui pose aujourd'hui des problématiques de synthèse, de coût du matériau, de son utilisation à échelle industrielle. Et donc, il y a encore de grandes et un large spectre de recherches amont qui doivent être menées, qui ont déjà été entamées, hein, notamment on peut penser à des recherches qui sont menées par le LACNRS sur le sujet, par d'autres grands laboratoires type Ampère, l'Institut NEL, même au sein du CEA, des orientations sont menées à Saclay sur le sujet. Mais effectivement, le diamant est un matériau très prometteur, mais plutôt à un horizon au-delà de 2030. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Émilie, d'autres questions? Moi, j'ai une question, Mathieu. Oui. Dans le même sens, dans la même direction que la précédente, celle-ci, on voit aussi apparaître des recherches sur l'oxyde de gallium. Oui. Est-ce que c'est aussi précurseur? C'est à des horizons aussi très loin? Donc là, c'est GA2O3, j'imagine? Oui. Oui, alors effectivement, un peu comme dans le cas du diamant, effectivement, ça fait aussi partie de nos roadmaps, hein, côté CEA.
C'est un matériau qui est clairement prometteur, mais par contre, on n'en est pas du tout au même niveau de maturité que celui des technocycles GaN aujourd'hui. Donc, c'est certainement le coup d'après. Alors, est-ce que ça sera le GaDO3? Est-ce que ce sera le diamant? Est-ce que ça sera les deux? Je ne saurais pas vous dire. Mais par contre, il y a un certain nombre de recherches amont qu'il va falloir mener pour pouvoir répondre à ces questions-là. Oui, mais le GaDO3 est aussi un matériau pour lequel des recherches sont d'ores et déjà entamées. D'accord. OK. S'il n'y a plus de questions, moi j'en ai encore une autre. On voit l'intérêt, je dirais, là je reviens aussi au GaN, on voit l'intérêt, je dirais, de ces technologies-là. On ne voit pas beaucoup de recherches sur les composants passifs qui sont quand même très présents dans la conversion d'énergie, que ce soit au niveau de la conversion elle-même, au filtrage CEM, etc. Bon, est-ce que ça ne va pas, je dirais, contrecarrer l'intégration que permet le SiC et le GaN? Ben, c'est une très bonne remarque parce que c'est effectivement un gros verrou. Là, donc j'ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas remplacer du silicium par du GaN ou du SiC comme ça, hein, ça ne se fait pas tout seul. Il y a aussi la problématique des passifs et des magnétiques. Et c'est un gros souci. Nous, par exemple, aujourd'hui, on développe des convertisseurs DC-DC qui fonctionnent à très haute fréquence. Donc, très haute fréquence, je parle autour du mégahertz ou au-delà. Mais par contre, on bute sur les transformateurs, donc des éléments magnétiques. Et aujourd'hui, on les fait plutôt à façon. Si on arrive à trouver quelqu'un en capacité de le faire, ou on les développe carrément en interne. Par contre, aujourd'hui, les fabricants de passifs alors sont évidemment intéressés par le sujet, mais n'ont pas encore lancé des grands programmes d'industrialisation. Alors, à ma connaissance, hein, peut-être qu'Eric me contredira, mais la partie effectivement passive est un des gros enjeux de l'adoption des composants GaN. Enfin, GaN et SiC. Hein. Mais surtout GaN pour la montée en fréquence. Voilà. Alors, c'est sûr que ces composants-là sont moins, entre guillemets, nobles que les composants ou les technologies SiC-GaN. Et c'est vrai que ce n'est pas porteur. On ne voit pas de projet là-dessus, quoi. Non, c'est vrai. Non, mais c'est une bonne remarque et c'est un souci parce que si on veut utiliser le GaN ou le SiC au meilleur de leur performance, il faudra, on a vu qu'on est plus limité par l'interrupteur aujourd'hui, ce qui était le cas pour le silicium, mais on l'a poussé au bout du bout de ses limites. Là, aujourd'hui, la problématique, c'est le GaN, son architecture. Enfin, c'est autour du GaN, c'est l'architecture de conversion, mais c'est aussi les autres matériaux annexes, les passifs, les magnétiques, et même on peut penser au PCB, hein, oui, qui sont aussi des éléments limitants. Oui. L'idée, c'est que si on veut que le GaN et le SiC amènent quelque chose de significatif, il faut qu'on puisse les utiliser au meilleur de leur performance. Et donc, il faut qu'à côté aussi, ben, toute la chaîne de valeur est suive. On est d'accord. OK. Non, mais c'est un gros enjeu. Oui, je comprends. Merci Mathieu. Donc, Émilie, nous allons passer à la présentation suivante donc, de Frédéric Muranchot. Et nous avons juste un retour de Yves Anguenot qui dit merci pour votre retour, Mathieu. Donc, je pense que vous avez bien répondu à la question. Parfait, merci. C'est bon, Frédéric, je vous ai donné la main. Parfait. Merci. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon diaporama? Oui, très bien. Ça marche. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Muranchot et je suis chercheur au CNRS et directeur du département en gestion de l'énergie. Et c'est dans ce département, il y a de nombreuses activités, mais celle dans laquelle je suis impliqué en tant que chercheur, c'est l'imagination, l'invention, la conception, la fabrication, la caractérisation, la modélisation, et un peu toutes ces actions d'interrupteurs de puissance en silicium pendant très longtemps, et on continue encore d'ailleurs dans ce domaine-là, même si c'est devenu très minoritaire, et de matériaux grand gap, de composants avec des matériaux grand gap, essentiellement nitrure de gallium, SiC et diamant, hein, on en a parlé tout à l'heure, j'en reparlerai aussi dans mes perspectives. Alors, c'est bloqué, non, ça marche. Donc le contexte, ça va être très rapide puisque Mathieu l'a très bien introduit, et juste pour dire qu'effectivement l'électronique de puissance, c'est une discipline clé pour répondre à toutes les demandes sociétales, environnementales, économiques du futur. Hein. Donc voilà, je passe très vite. Hein. Le contexte, il est autour des lois de Grenelle, de la H2020, H2030, la COP 21 et les COP suivantes, etc., etc. J'ai pas besoin d'y rester très longtemps. Avec effectivement, Mathieu en a aussi parlé, une application concrète, c'est notamment le véhicule hybride ou électrique. Et si vous avez une présentation qui date d'une dizaine d'années et qui avait été faite par Toyota, qui montrait en fait que dans un véhicule hybride Toyota, ils avaient besoin
de modules de puissance, forte puissance, moyenne puissance et basse puissance. Et ces modules-là, ils étaient avec, par exemple, entre autres, des onduleurs. Ces onduleurs, ils utilisent plutôt pour la haute puissance des IGBT en silicium et pour les basses et moyennes puissances des MOSFET en silicium. Et évidemment, l'idée, c'est de remplacer ces composants en silicium qui ont atteint leur limite de performance, qui ne peuvent pas monter suffisamment haut en tension, suffisamment haut en température et suffisamment bas en termes de perte en conduction et en commutation. On doit les remplacer par des composants utilisant des matériaux grand gap. Alors, ces IGBT et ces MOSFET, ce sont des interrupteurs de puissance. On utilise en fait ces composants dans les convertisseurs en tant qu'interrupteur. Un interrupteur idéal, c'est un interrupteur qui n'a aucune fuite, donc un courant à l'état off nul lorsqu'il est ouvert et qui est capable de soutenir une tension infinie. Et lorsqu'il est fermé, c'est un interrupteur qui est censé avoir une résistance nulle, donc une flux de tension nulle. Donc c'est un interrupteur qui respecte cette caractéristique I de V et qui a aussi un temps de commutation entre les deux états on-off qui serait nul, hein, donc une commutation immédiate dans les deux sens. Dans la réalité, l'interrupteur réel, c'est pas tout à fait ça, évidemment. Il est pénalisé par un courant de fuite qui est non nul, par ce qu'on appelle une tenue en tension, une tension de claquage. Donc, le courant de fuite, c'est le courant lorsqu'on bloque l'interrupteur ici en bleu, qui est pas nul, donc qui implique des pertes même lorsque l'interrupteur est ouvert, donc même lorsqu'il est censé ne pas laisser passer du tout le courant. Il est limité en termes de tension. Et lorsqu'il passe à l'état on, il y a une chute de tension, l'état passant, liée à la résistance de cet interrupteur. Donc ça, ce sont les caractéristiques réelles. Et puis il y a aussi, lorsqu'on ferme ou lorsqu'on ouvre l'interrupteur, il y a une transition en courant et en tension qui fait que entre l'ouverture, entre l'état on et l'état off, ou entre l'état off et l'état on, pardon, je reviens en arrière. Il y a, lorsqu'on fait le produit U fois I, il y a une perte aussi de puissance lors des commutations. Donc avec le silicium, ce type d'interrupteur ne permettait pas d'aller suffisamment haut en performance, notamment avec de nouvelles applications. Hein. Donc, un résumé ici, à l'état off, le paramètre clé, on va dire, c'est la tenue en tension. Alors, il y a aussi les courants de fuite. Il se trouve qu'avec le silicium, globalement, les courants de fuite étaient très peu pénalisants. Ils étaient relativement faibles. Donc, c'était un point qui était pas trop gênant. À l'état on, le paramètre clé, c'est la résistance fois la surface active du composant. Hein, parce qu'effectivement, on pourrait avoir en théorie une résistance à l'état passant qui serait très faible en mettant une infinité d'interrupteurs en parallèle, mais si on met beaucoup d'interrupteurs en parallèle pour diminuer la résistance, on augmente beaucoup la taille, donc c'est le compromis des deux, résistance fois la taille qui est un facteur de mérite important à l'état on. Et en plus de ces performances sur les deux états off et on, il y a aussi le passage de l'un à l'autre, donc c'est les fréquences de fonctionnement qui sont liées, qui conditionnent les pertes en commutation. Il y a aussi les températures de fonctionnement. On ne peut pas monter suffisamment de température sur certaines applications avec le silicium, d'où l'intérêt de passer à d'autres types de matériaux. Et en plus des performances, il y a aussi un besoin pour ces interrupteurs d'augmenter leur fonctionnalité. On a besoin, notamment pour les applications du réseau, d'avoir de la bidirectionnalité en courant en tension, puisqu'il peut y avoir des tensions alternativement positives et négatives, ou des courants alternativement positifs ou négatifs, et augmenter aussi l'intelligence des circuits intégrés de puissance autour de l'interrupteur avec des capteurs de courant, des capteurs de température et des drivers notamment. Voilà, j'ai essayé de résumer en cette transparence sur l'interrupteur de puissance les besoins en termes de performance et en termes de fonctionnalité autour de ces interrupteurs. Alors, si on regarde les propriétés sous forme de tableau, hein, ça complète ce qu'avait fait Mathieu sous forme de graphe entre le silicium qui est en gris et les principaux grands gaps que sont le SiC, le GaN et le diamant. On peut voir que, notamment en termes de largeur de bande interdite, la largeur de bande interdite des matériaux grands gaps permet d'avoir des composants beaucoup plus haute tension. Hein, le champ électrique critique correspondant à cette largeur de bande interdite est 10 à 100 fois plus grand avec les grands gaps par rapport au silicium. Hein, ça veut dire que pour une dimension donnée, on peut tenir 10 à 100 fois plus de tension. Donc c'est fondamental, c'est énorme. La concentration intrinsèque, si on le regarde, elle baisse très fortement entre le silicium et les autres matériaux, ce qui fait qu'on peut espérer monter à de plus hautes températures. Les mobilités, alors globalement, elles sont comparables entre le silicium, le SiC et le GaN. Elles sont beaucoup plus élevées pour le diamant. Alors le GaN, c'est un peu particulier, j'y reviendrai. Donc
globalement, les mobilités sont soit égales, soit supérieures à celles du silicium, donc ça permet de monter en fréquence. Et enfin, il y a aussi la conductivité thermique qui permet de monter sur les températures de fonctionnement, excepté pour le GaN qui a une conductivité thermique qui est identique à celle du silicium. Mais par contre, pour le cycle diamant, la conductivité thermique est beaucoup plus élevée et permet donc d'évacuer plus vite la chaleur. Donc, toutes ces caractéristiques font que si on compare les performances du silicium et des grands gaps, alors ici, on a un plan qui est relativement connu des performances statiques spécifiques on résistance, donc la résistance lorsque l'interrupteur est fermé en fonction de la tunnel tension, c'est-à-dire la tension maximale soutenable par l'interrupteur lorsqu'il est ouvert. On voit que le silicium, alors il y a plusieurs types de, je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais plusieurs types de technologies silicium, mais tout avec le matériau silicium. La limite conventionnelle d'un MOS ou d'une IGBT classique, c'est en noir. Et les autres sont des nouveaux concepts qui ont été développés dans les années 90, essentiellement, notamment les superjonctions. Hein, ce sont les cool MOS d'Infineon qui sont sortis à la fin des années 90 et les MDME de ST Microelectronics. Je parle pour ceux qui éventuellement utilisent ce type de composants, ce qu'on appelle les composants superjonction. Ils permettent d'améliorer par rapport à la limite du silicium conventionnel le compromis R1S en fonction de la tenue de tension. Alors, on voit malgré tout qu'il y a toute une zone ici en bas à droite, hein, parce qu'en fait, il faut être le plus en bas à droite possible, c'est-à-dire avoir une tension très élevée et une résistance à l'état passant la plus faible possible. Toute une zone qui n'est pas atteignable par le silicium, qui est limitée par ses propriétés physiques présentées dans le tableau précédent. Petite remarque, tout ça c'est lié à ce qu'on appelle le facteur de mérite de Baliga, un chercheur qui a introduit ce facteur de mérite, et donc il relie en fait la résistance à l'état passant à la tenue de tension et au champ critique de chaque matériau. Pour atteindre ces limites, pour aller un peu plus loin dans ces limites, eh bien, il faut changer de matériau et on montre qu'avec le SiC et avec le GaN, on a un gain en performance qui est non négligeable. Avec le diamant, c'est encore même un peu plus bas, je ne l'ai pas mis ici sur ce transparent. Par exemple, si vous mettez à une tenue en tension, on va dire autour de 1 kV, hein, un peu au-dessus des 600 volts qui sont très utilisés, autour de 1 kV, vous voyez que, alors faites attention, vous voyez que c'est une échelle log-log. Vous voyez que pour une tenue en tension fixée, on a un gain de 2 à 3 décades entre le silicium et le SiC ou le GaN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une tenue en tension identique, les pertes en conduction, donc qui sont reliées à la résistance à l'état passant, sont 100 à 1000 fois plus petites avec un matériau grand gap. Donc 1000 fois plus petit, c'est-à-dire 10 puissance 3 fois moins de pertes, ce qui est évidemment colossal. Donc ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que côté carbone de silicium, donc on a vu se développer dans les années 2000 et à partir de 2012, hein, on peut situer à partir de 2012 le moment décisif où les premiers composants, alors je mets de côté les diodes Schottky qui sont apparus avant, mais je parle de composants commandés avec une grille, hein, composants avec 3 électrodes donc. Les premiers composants MOSFET en SiC sont apparus dans le commerce autour des années 2012. Donc, avec évidemment un avantage, on peut remarquer, si vous vous souvenez de comment étaient les composants en silicium, ce sont des composants verticaux en général, hein, du même type que les composants MOS en silicium. La grosse différence, c'est que, étant donné les propriétés du carbone de silicium, la zone ici, ce qu'on appelle une zone épitaxiée, parce qu'elle est faite par épitaxie volumique, qui est reliée à la résistance dite de drift, elle est beaucoup plus petite pour un carbone de silicium et plus dopé, puisqu'on a besoin de beaucoup moins de centimètres pour tenir la même tension que pour l'équivalent de silicium. Et du coup, on a une résistance à l'état passant qui est beaucoup plus faible. Par ailleurs, ce sont des composants unipolaires, donc concurrence, ils peuvent remplacer avantageusement des composants type IGBT en silicium, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides en commutation. Voilà. L'inconvénient, c'est que, comme l'a dit Mathieu, le carbone de silicium, il a un coût non négligeable, le matériau de départ, et on est globalement très matériaux dépendants, c'est-à-dire que dans le monde, il y a très peu de fabricants de matériaux carbone de silicium. Il y a le premier historique qui est très connu, c'est Cree, hein, qui a fourni et qui continue à fournir beaucoup de fabricants de composants et qui lui aussi fabrique des composants. Donc beaucoup de compagnies qui font des composants carbone de silicium sont quand même matériaux dépendants de Cree, donc ça c'est un problème. Il y a globalement aussi une pauvre compatibilité entre les fabrications de composants en silicium et la fabrication de composants SiC, ce qui ne sera pas le cas, j'en parlerai tout à l'heure pour le GaN. Et puis il y a aussi, alors ça s'améliore depuis 2012, mais malgré tout, il y a toujours des études là-dessus, des problèmes de fiabilité et de stabilité, notamment la stabilité de la tension de seuil, parce qu'en fait le SiC
s'oxyde beaucoup plus difficilement que le silicium. Hein. L'oxyde natif issu de l'oxydation du carbure de silicium est relativement de faible qualité et instable, ce qui fait que les oxydes de grille sont relativement instables et donc les tensions de seuil sont sujets à des charges, à des pièges, et donc les tensions de seuil associées, elles dérivent dans le temps si on n'a pas, si on n'utilise pas ces composants dans les bonnes, avec les bonnes conditions. Donc, il y a encore des développements qui sont faits sur le carbure de silicium pour avoir une tension de seuil stable et des oxydes de grille qui aient une durée de vie importante et toujours le problème du compétitif du prix. Voilà. Mais malgré tout, hein, depuis 2012, il y a des composants SiC qui sont apparus et qui commencent, comme l'a montré Mathieu aussi, à être utilisés dans des applications. D'autres types de composants SiC, alors, je vous avais montré dans le transparent précédent des composants, on va dire classiques. Là, on peut voir aussi des technologies avec des tranchées, hein, qui sont aussi ce qu'on retrouve dans les composants MOS silicium classiques. Et puis, on commence à voir apparaître aussi des IGBT. Alors là, c'est un peu plus prospectif. On les voit apparaître beaucoup dans les publications, pas encore dans les données constructeurs, dans les catalogues des constructeurs. Mais malgré tout, ça pourrait apparaître un jour ou l'autre. Alors ici, c'est vraiment pour remplacer les IGBT et les composants dans des applications de très haute tension. Et si on reste autour du kilovolt ou de 3,3 kV, un MOSFET SiC suffira largement. Mais si on doit monter à plusieurs kilovolts, la dizaine de kilovolts ou plus, l'intérêt peut-être c'est d'aller sur les IGBT pour limiter les pertes en conduction, et toujours avec la contrepartie des performances en commutation qui elles sont moins bonnes. Donc c'est toujours le compromis entre d'un côté le coût évidemment, ça j'y reviens pas. D'un autre côté, les performances en commutation qui sont plus avantageuses pour les composants unipolaires et les performances en conduction qui sont plus avantageuses pour les composants bipolaires. Donc du coup, il faut, selon les applications, choisir l'un ou l'autre. Voilà. Mais à partir du moment où les MOS sont fiabilisés, ben, on peut imaginer que il y a des IGBT SiC qui apparaissent dans le futur dans les catalogues des constructeurs. Côté GaN, alors le GaN a des propriétés physiques à peu près identiques, et si vous revenez au tableau que je vous ai présenté il y a quelques transparents, par rapport au SiC, mais en plus, il a un composant qui est particulier, qui est le High Electron Mobility Transistor. Donc, premièrement, une propriété physique très intéressante, et deuxièmement, le composant lui-même qui est très intéressant. Alors, comment sont faits les composants GaN? Bon, ils sont faits en général sur un substrat qui peut être silicium, carbure de silicium ou saphir. Alors, pour les applications en automobile, ce sera plutôt silicium, hein, de manière générale pour les applications grand public, pour des raisons de coût. Et étant donné les désaccords de maille entre le substrat silicium et le nitrure de gallium, il y a entre le GaN actif et le substrat silicium ce qu'on appelle les couches de transition qui permettent de rattraper le désaccord de maille. Ensuite, il y a le GaN actif qui en général est de l'ordre de 1 à 3 microns. On essaie de faire quelque chose qui ne soit pas trop épais parce que plus c'est épais, plus il peut y avoir des défauts dans le composant, des micropipes, des charges, des pièges, etc. Donc, pour le moment, on est limité à 1 à 3 microns. Sur certaines publications, on monte à la dizaine de microns, mais avec beaucoup de défauts. Mais bon, il y a beaucoup de travaux là-dessus pour améliorer la qualité des matériaux lorsqu'on arrive à augmenter son épaisseur. Ensuite, dessus, on met une couche très fine, et tout ça n'est pas à l'échelle, évidemment, d'algane. Et derrière, le fait de connecter l'algane au GaN, mais il y a deux types de polarisation qui apparaissent. D'abord, une polarisation spontanée entre les deux matériaux. Ensuite, une polarisation piézoélectrique liée aussi là au désaccord de maille entre l'algane et le GaN. Et ces deux polarisations font qu'il y a des charges positives côté algane qui apparaissent, qui font qu'il y a des électrons qui sont attirés en surface du GaN, et ces électrons-là se confinent à la surface du GaN, donc à l'interface GaN. C'est ce qu'on appelle un gaz d'électrons 2D, donc c'est un plan d'électrons à la surface qui est naturellement présent, même sans application de potentiel extérieur. Et puis ensuite, vous avez les contacts qui, en général, si on veut faire un composant, sont des contacts ohmiques source et drain. Et donc, le courant circule entre source et drain via le gaz 2D. Et un contact de grille qui peut être un contact Schottky ou qui peut être un contact isolant. Et on peut mettre un isolant de grille, notamment pour limiter les fuites au niveau de la grille. Donc, vous voyez qu'ici, outre les qualités du matériau, il y a aussi la particularité de ce gaz 2D, qui est un gaz qui est un gaz très dense en électrons et qui a des électrons qui ont une très forte mobilité qui permettent d'avoir des performances remarquables. Frédéric, si on s'intéresse donc au EMT en tant qu'interrupteur de puissance, mais à l'état OHM, comme je le disais, vous avez un gaz 2D qui circule entre drain et source.
Donc, ce gaz 2D, mobilité très élevée, concentration d'électrons très élevée, ce qui veut dire qu'il y a une résistance à l'état passant qui est extrêmement faible entre drain et source. Vous voyez ici que le courant passe uniquement dans le gaz 2D. En fait, ce n'est pas du tout lié aux caractéristiques même du GaN. Hein. Le courant de l'interrupteur ne passe pas dans le volume du GaN, contrairement aux composants silicium, historiquement, et contrairement aux composants en carbure de silicium. Inconvénient. Est-ce que vous m'entendez? Il vous reste 5 minutes. D'accord. Inconvénient, l'interrupteur de puissance à l'état on est à l'état on même lorsqu'on n'applique aucune tension sur la grille. C'est ce qu'on appelle un composant qui est normally on, c'est-à-dire qu'à l'état normal, à l'équilibre, il est conducteur. À l'état off, l'interrupteur, il faut qu'il donc l'espace du courant à l'état on et qu'il soit bloqué à l'état off. À l'état off, il n'y a pas de jonction PN dans ce type de composant. Donc le claquage, il n'est pas dû à l'avalanche, mais en fait, il y a plusieurs mécanismes de claquage. Je fais vite ici parce que c'est de la physique, mais en gros, il y a des pièges dans le composant, un peu partout. Et donc, en fait, on est lié, la tenue de tension est liée aux qualités des électriques, à la dimension latérale grille drain, et puis à l'épaisseur des couches GaN et des couches de transition entre la surface et le substrat. Donc, les paramètres clés en termes de dimension, c'est les dimensions latérales et verticales. Voilà pour l'interrupteur en GaN, comment il marche, état on, état off. Alors, ce qu'il faut essayer d'améliorer, c'est la tenue en tension, pour essayer de monter le plus haut possible en tension, liée à l'épaisseur des matériaux, obtenir un normally off, obtenir une résistance à l'état passant plus faible, notamment une résistance à l'état passant liée à la résistance dynamique à l'état passant. Alors, pour l'état off, pour la tenue en tension, une manière, on va dire simple, c'est d'améliorer la qualité des couches, avec le moins de défauts possible, avec des couches de plus en plus épaisses. Une des solutions, c'est aussi de doper ces couches avec du fer ou du carbone. Donc ça, c'est, on va dire, les études standards de tous les fabricants de matériaux pour améliorer la qualité de leurs matériaux. On peut aussi utiliser en termes de design ce qu'on appelle des plaques de champ de source, des plaques de champ de grille, des plaques de champ de drain qui permettent de mieux répartir le champ électrique en surface et donc du coup d'avoir des tenues en tension beaucoup bien optimisées. On peut aussi, c'est des recherches assez récentes, graver le silicium du substrat de manière à limiter les courants de fuite dans le composant. Donc ça, c'est des choses assez nouvelles, mais qui fragilisent le composant parce qu'on grave, c'est pas du tout à l'échelle, on grave plusieurs centaines de microns de silicium. Et en fait, on peut aussi citer les composants verticaux en GaN qui commencent à apparaître dans certaines applications et chez certains constructeurs, où là, par contre, on n'utilise pas le gaz 2D. Donc, on retrouve ici des composants en GaN avec un coût plus élevé, mais qui sont analogues à ce qui se fait en silicium et en carbure de silicium. Concernant le normally off, il y a plusieurs solutions pour avoir du normally off. Il y a la solution avec du P-GaN ou du P-ALGaN, qui sont deux solutions à peu près analogues. C'est des solutions qui sont utilisées par EPC et Panasonic. Le recess gate, qui permet, en gravant de l'ALGaN, d'avoir une tension qui est là aussi une tension de seuil qui est positive. Donc, c'est une solution aussi utilisée par le Cerealetti et Panasonic. Je montrerai une structure de Panasonic. Je passe sur le fluor qui est très peu utilisé, qui est parce qu'il n'est pas stable. Après, il peut y avoir des combinaisons de recess gate, donc de gravure d'ALGaN avec des isolants de grille, qui permettent même d'aller jusqu'au MOS, c'est-à-dire faire de l'inversion lorsqu'on grave la totalité de l'ALGaN et qu'on a une couche d'inversion dans le GaN. Et enfin, la solution cascode, qui est la solution utilisée notamment par Hexagon, qui consiste en fait à commander le M en GaN par un MOS silicium. Du coup, la tension de seuil du composant cascodé, c'est la tension de seuil du MOSFET silicium. En termes de R1 dynamique, la difficulté, c'est le passage de l'état off à l'état on, qui en fait nécessite un temps qui peut être très long d'établissement du régime permanent. Donc ça, c'est lié aux pièges qui sont créés et au stress qui sont créés dans le composant lorsque le composant est bloqué. Et donc ces mécanismes sont dus aux pièges de surface et de volume. Et donc pour restaurer le courant de drain, avoir le bon courant de drain et la bonne résistance à l'état passant, il faut éliminer ces charges-là. Donc il y a plusieurs solutions qui ont été faites dans la littérature et même dans l'industrie pour résoudre ces problèmes-là. Donc, je vous présente pour finir quelques composants GaN remarquables qui, alors, ils commencent à dater, mais ils existent toujours dans le commerce. Mais le premier, c'est le premier composant normally off qui a été vendu, c'est par EPC en 2012-2013, qui utilise du P-GaN, en fait, de la technologie P-GaN pour avoir le normally off. EPC est limité, ils ont fait le choix de rester à des tensions relativement basses, ce ne sont pas eux qui montent le plus haut en tension. Alors, comme l'a dit Mathieu, maintenant, on est un peu plus sur du 8 pouces. Et les premiers à avoir fait du 8 pouces en publication, c'est Samsung. De nos jours, les composants 8 pouces, notamment Hexagon. Hexagon fait des composants M sur substrat silicium 8 pouces.
Et ça va être la tendance dans le futur. Et c'est aussi un des avantages en termes de coût par rapport au câble de silicium, parce que le câble de silicium passe à 8 pouces, mais d'abord, c'est un coût plus élevé puisque c'est du substrat S6 et 8 pouces. Un composant intéressant, c'est justement le composant de Panasonic, donc Panasonic et Infineon, parce que les deux, le Infineon fait des composants sous licence Panasonic. Et vous pouvez remarquer qu'ils utilisent du RICES, puisqu'ils gravent l'algan, ils utilisent du PEGAN, donc ils font plusieurs types de combinaisons. Et que grâce à ça, et en plus un PEGAN lié au drain ici pour injecter des trous dans la structure et pour limiter la résistance à l'état passant dynamique. Et grâce à ça, ils ont des composants sans résistance à l'état passant dynamique, quel que soit le niveau de stress, en tout cas sur le niveau de stress autour de 600, 700, 800 volts. Et enfin, un dernier point, désolé, je passe un peu vite, mais c'est intéressant, c'est le fait qu'on peut intégrer des composants de puissance avec beaucoup d'autres choses, puisqu'on est sur un substrat silicium. Donc c'est l'intérêt, ça peut être contrairement aux composants verticaux, là, on est sur des composants latéraux, donc sur des choses qui peuvent être intégrables de manière un circuit intégré. Alors on a parlé tout à l'heure des passifs, on pourrait aussi intégrer des passifs, on l'a fait en silicium, nous au niveau du LAS on a fait beaucoup d'études sur les passifs intégrés, supercondensateur, capacité 3D intégrée et bobine intégrée. On l'a pas fait encore sur le GaN, on commence à y réfléchir, on pourrait imaginer intégrer de manière monolithique des interrupteurs de puissance avec des passifs. Et déjà, on peut intégrer plusieurs interrupteurs de puissance pour faire des convertisseurs intégrés. Alors, je passe vite là-dessus. On voit les diminutions des pertes, les applications. Mathieu l'a présenté. Ça permet de réduire les pertes, de réduire les volumes, etc. Tout ça, ça a déjà été présenté. Et juste pour vous dire que la recherche continue, donc pour les SiC, il y a les IGBT dans le futur. L'intégration, comme j'en parlais, avec la protection d'interrupteurs. Intégration de cellules de commutation pour faire des interrupteurs intégrés. La même chose pour du GaN, avec des études sur le nouveau normalioff, avec des études sur les verticaux, l'intégration de composants latéraux avec des composants verticaux et éventuellement avec des passifs. Voilà. Et en perspective, puisque la question a été posée tout à l'heure, et je l'avais effectivement imaginé, on peut imaginer pour un futur plus lointain les études sur le diamant, donc là, ça en a déjà coincé, et peut-être aussi sur le GaDO3 pour des puissances plus élevées. Et je crois que c'est fini dans la question. D'autres matériaux que le SiC et le GaN peuvent se poser. Et ici, je vous ai mis juste quelques références. Voilà, je suis désolé, je suis allé un peu vite sur la fin, mais j'espère que j'ai été clair et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? Marine, Émilie? Oui, on a une question. Est-ce que des études ont été menées sur le coût environnemental du développement de ces deux technologies? C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Alors, je n'aurai pas de réponse figée et définitive. Alors, effectivement, quand on fait du nitrure de gallium, on a besoin de gallium. Et donc, il y a des mines de gallium. Il y en a dans certains pays, je crois notamment en Afrique. Je ne saurais pas vous dire les pays exacts, mais le gallium n'a pas des ressources illimitées. Donc, effectivement, on peut se poser la question des ressources du gallium à long terme. Ceci dit, si on regarde les composants tels qu'ils sont présentés, on utilise relativement peu de gallium. Sur un substrat, donc comme je disais, c'est pas à l'échelle, sur un wafer de silicium et du gallium, vous avez 500 à 600 microns de silicium comme substrat, et vous avez quelques microns au-dessus de gallium. On utilise relativement peu de matériaux, et c'est pas du tout les mêmes quantités de matériaux qu'on utilise par rapport au silicium notamment et au SiC. Donc pour le gallium, voilà, j'ai à peu près répondu. Pour le SiC, c'est lié essentiellement au silicium en lui-même. Les limites alors les réserves de silicium, elles sont beaucoup plus importantes, mais là aussi il y a des questions qui se posent puisque le silicium de bonne qualité, notamment on le trouve en Australie, et puis tous les siliciums naturels ne sont pas forcément très très bons en termes de qualité pour faire des substrats silicium ou SiC. Et alors, j'ai pas les chiffres non plus exacts, mais on est conscient que même pour le silicium, les ressources, alors elles sont beaucoup plus importantes, mais malgré tout, ça a un coût d'aller d'aller chercher du silicium dans la nature. Je suis désolé, je peux pas être plus précis, mais effectivement, on est conscient des limites. Alors, juste la réponse pour le gallium, c'est qu'on utilise relativement peu de gallium en proportion par rapport au silicium. Une autre question? Non. Non, pas pour le moment. Bon, moi, tout d'abord, merci Frédéric d'avoir anticipé sur la planche les questions qui ont été posées à Mathieu là, sur le diamant et sur l'oxyde de gallium. Moi, j'en ai une là. En fait, comme on voit que, je dirais, on peut intégrer sur la structure CMOS du GaN,
je dirais, est-ce qu'on pourrait envisager d'introduire des capteurs compte tenu que, je dirais, ces composants sont à très haute température, etc., ils vont vieillir. Il y a des effets de fiabilité, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait intégrer justement des capteurs pour faire de l'health monitoring? Parce que ça Oui. c'est important après au niveau supérieur pour, je dirais, la maintenance d'un dispositif de puissance. Tout à fait, tout à fait. Donc, je crois que je ne sais pas si je l'ai dit, oui, je l'ai dit là pour le SIC, on aurait pu le remettre aussi pour le GAN. Effectivement, l'intérêt, notamment pour le GAN, comme on est sur des composants latéraux, c'est qu'on peut imaginer intégrer autour de l'interrupteur ou autour du système, puisque comme je l'ai dit, on peut faire des systèmes, on peut imaginer d'avoir des convertisseurs intégrés de manière monolithique sur le substrat. On peut intégrer des capteurs de température, des capteurs d'état, des capteurs de tension, des capteurs de courant pour détecter des éventuels courts-circuits ou des éventuelles surtensions. Voilà, on peut intégrer, comme je le disais aussi, des passifs. Là, ça sera un peu plus difficile a priori. On commence à y réfléchir à faire des passifs. Pourquoi pas en utilisant le matériau GAN et notamment les propriétés fondamentales du gaz 2D qui ont des forts courants. Il y a des forts courants qui passent dans le gaz 2D. Donc, pourquoi pas imaginer, grâce à ces forts courants, de faire des matériaux magnétiques innovants. Voilà, donc on peut intégrer des capteurs. C'est une des études qu'on a proposées sur laquelle on réfléchit, notamment dans le cadre du PFA. Bon, on n'a pas encore répondu de manière très concrète au PFA, mais l'idée c'est de présenter des circuits intégrés dans lesquels on intègre avec l'interrupteur de puissance un environnement beaucoup plus entre guillemets intelligent. Donc les capteurs, oui, c'est quelque chose qu'il faut évidemment envisager, qu'on envisage pour la suite. D'accord, c'est essentiel. D'accord, Ouais. Merci Frédéric. Donc s'il n'y a plus de questions, on va passer donc à la troisième présentation, donc avec Eric qui nous a rejoint. Eric donc qui nous présentera l'aspect plus, je dirais maintenant, la vue de l'industriel avec Hexagon ST Microelectronics. Donc à toi Eric. Ah, on ne vous entend pas. Vous n'avez pas, votre micro est coupé. C'est mieux. Alors bonjour tout le monde. Donc je pense que le micro là donc fonctionne, c'est bien. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, parfait. Oui Philippe, peut-être que tu peux passer la présentation, ce sera plus efficace. C'est Émilie qui a la main. Ou Émilie, oui, c'est peut-être le plus simple à faire. Puis on passe de slide en slide. Alors tout d'abord, désolé de ne pas avoir été présent dès le départ, mais j'ai eu une contrainte qui s'appelle l'audit qualité ISO-TS. Donc voilà, enfin, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Donc voilà, mais néanmoins, je suis présent pour vous présenter, on va dire, quelques planches sur les solutions produits que l'on a actuellement et qu'on prévoit en fait de mettre sur le marché, on va dire dans le prochain et les prochains trimestres. Donc ce que je propose, c'est qu'on aille à la toute première slide, parce que ça c'est la dernière slide, Émilie, je pense. Voilà, tout à fait. Alors tout d'abord, pour me présenter rapidement, donc moi je suis donc Eric Moreau, je travaille en fait chez Hexagon depuis quasiment 2015 à peu près. Donc je suis quelqu'un du semi-conducteur, c'est-à-dire qu'en fait j'ai travaillé précédemment chez Freescale NXP pendant presque une trentaine d'années en tout maintenant. Et donc je suis basé à Toulouse, à la Beige, dans les locaux du CEA, donc avec les équipes également de Mathieu, qui a fait cette présentation également ici. Et l'activité en fait toulousaine, en tant que responsable finalement du site toulousain, est principalement en fait sur la partie développement produit, la partie application. Sachant que en tant qu'entreprise semi-conducteur, quand on parle d'application, c'est plutôt d'avoir quelques cas d'utilisation qu'on peut démontrer en fait à l'ensemble de nos clients pour montrer finalement les performances du produit. Hein. On ne fait pas d'application commerciale, bien évidemment, ce n'est pas notre objectif, mais sur les composants innovants et nouveaux, il est important finalement d'être capable de montrer en quelque sorte comment utiliser le produit. Alors on appelle ça en fait sous la forme d'une documentation qu'on appelle la note d'application. Et donc c'est l'équipe toulousaine ici qui est en charge de faire ces démonstrations.
Voilà. Donc, la slide suivante indique très rapidement, on va dire, Hexagan. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas ici sur Toulouse, d'abord, Hexagan, ce qui est important à dire, c'est une compagnie française qui a été créée globalement en 2014. Alors, bien évidemment, on parle à peu près de 7 ans d'existence, mais il faut savoir qu'en fait, c'est issu aussi de tout l'écosystème français, qui soit le CNRS, le CREA, le CEA-LETI, hein, donc ce que représente Mathieu, entre autres ici, hein, même si c'est le CEA-Tech qui est à Toulouse. Mais globalement, Hexagan a fait vraiment, s'est vraiment appuyé finalement sur quasiment 15 à 20 ans de recherche française et de laboratoires français, et avec cette ambition d'être en fait une entreprise semi-conducteur française dans le domaine de l'électronique de puissance. Donc je pense que c'est important et ça fait le lien avec probablement des mots-clés qu'on entend, qu'on entend maintenant actuellement, c'est la notion de souveraineté. Donc il y a vraiment ici une réponse de souveraineté dans le domaine du semi-conducteur pour les composants de puissance. Bien évidemment, ça a été créé grâce au départ donc à Soitec et à CEA, donc qui ont aidé Hexagan, je dirais, à réaliser les activités au niveau des premières activités de création finalement des wafers, hein, donc du GaN, mais aussi des produits. Et je dirais que je parle au passé parce que maintenant, on est maintenant une sorte électronique. Donc ST Microélectronique est monté au capital, c'est le cas de le dire, d'Hexagan, et on devient maintenant finalement une filiale de ST qui, à terme, on deviendra finalement ST, j'irai dans son ensemble, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qui a été présenté par Frédéric, c'est que ce qui est relativement unique côté Hexagan, et une fois encore, on fait un levier sur ce qui a été développé en fait au CEA-LETI, c'est que on est aujourd'hui les seuls à commercialiser en fait des solutions GaN en 8 pouces ou en 200 mm. D'accord. Il y a bien eu, bien évidemment, dans le passé, des laboratoires, Samsung par exemple, qui a pu mettre en évidence qu'il était possible de faire du développement sur du 200 mm, mais entre faire un développement purement, on va dire R&D dans le sens plutôt R que D, mais être capable d'avoir en fait des solutions en 200 mm où on a en fait des rendements par exemple manufacturing et des qualités qui soient alignées avec le marché, c'est quand même une autre paire de manches. Donc c'est tout le challenge en fait que l'on a pris dans Hexagan ces 6-7 dernières années, une fois encore grâce aussi à tout cet écosystème français, et on est fier maintenant d'être capable d'annoncer en fait des familles de produits, alors qu'on appelle en fait JFET, J-Drive, et vous allez voir un petit peu plus loin que globalement avec ce partenariat avec ST Microélectronique, en fait ça nous permet sur le plan européen et aussi français d'avoir en fait un ensemble de portfolios de produits, de solutions de produits de puissance, donc qui ne va pas être uniquement limité au GaN, mais qui est bien évidemment complémenté avec du carbure de silicium, bien connu venant de l'entreprise ST Microélectronique, mais aussi bien évidemment tout ce qui est un peu l'héritage de l'électronique de puissance, donc les bipolaires, les MOSFET en silicium. Donc du coup, si on passe à la slide d'après, on peut voir que du coup, sous le branding ST Power, grâce finalement à cette acquisition en quelque sorte de ST Microélectronique, ST est la compagnie qui peut offrir finalement un portfolio complet qui va de l'IGBT au MOSFET aussi qui est au GaN. Et vous verrez que dans la famille GaN, on est la seule entreprise finalement qui est capable de fournir un ensemble de solutions GaN, comme l'a un peu expliqué Frédéric, c'est-à-dire aussi bien des solutions à base de PGAN, des solutions à base de cascode, des solutions à base de GaN IC. Et ce que je vais vous présenter ici, pour limiter finalement quand même le champ de la présentation, c'est tout ce qui tourne autour du Power GaN, c'est-à-dire en fait des solutions qui sont, si elles sont intégrées, on est dans du system in package, en gros on utilise deux puces dans un package, mais sachez que dans ST Microélectronique, il y a des solutions GaN IC où finalement on a déjà des solutions Smart GaN en une seule puce, mais qui sont aujourd'hui limitées à une certaine puissance. Donc, comme l'idée ici, c'est de parler de power électronique, je me suis limité, et vous verrez, finalement, à des solutions autour de ce qu'on appelle le Power GaN.
Voilà. Le GAN, je pense que ça a été présenté par Frédéric et Mathieu. Bon, l'avantage du GAN, c'est d'être capable de monter en fréquence. Bien évidemment, le SIG peut aussi monter en fréquence, mais il est clair que lorsqu'on regarde les caractéristiques un peu plus intrinsèques des composants, le GAN a une vraie velléité de monter largement dans le mégahertz, c'est bien plus, et qui autorise à ce moment-là à travailler sur tout ce qui est la densité de puissance et l'efficacité, en regard finalement, vous le verrez un peu plus loin, de toutes les propriétés du GAN, et en particulier lorsque l'on le compare au MOSFET, on s'aperçoit que pour de mêmes performances, on peut pratiquement diviser la taille de puce par 5 et donc aussi le coût du système par 5. Voilà. Donc si on va à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on voit ici globalement un paysage en fait de toutes les applications que peuvent couvrir le SiC ou le GaN, c'est-à-dire finalement les composés grand gap. Sans faire une distinction à ce stade-là du SiC et du GaN, vous voyez que finalement tous les marchés de l'électronique de puissance sont couverts, du chargeur, et vous le verrez avec une planche qui fait globalement à peu près une soixantaine de watts, type USB PD, hein, donc chargeur de téléphone, chargeur de desktop, mais également en fait dans le monde industriel ou automobile. Alors quand on va dans le monde industriel, on peut parler de mégawatts avec justement l'arrivée du SiC et puis bien évidemment des solutions finalement autour du carbure de silicium. Et quand on parle en fait d'automobile, on voit apparaître, je dirais ici un split où le GaN s'oriente davantage en fait sur tout ce qui est l'on-board charger, hein, donc le chargeur en fait du véhicule électrique, mais aussi en fait des équipements que l'on trouve en interne qui permettent de faire la conversion de la batterie haute tension, généralement 400-450 volts, vers en fait le réseau de bord traditionnel qui soit 12 volts, ou on pourrait même dire aujourd'hui avec l'utilisation de plus en plus de ce qu'on appelle le start and stop, hein, donc qui permet en quelque sorte de démarrer la voiture, mais aussi de l'arrêter en fait lorsqu'on ne l'utilise pas, sous une forme de réseau de bord de 48 volts. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va pas couvrir en fait sur la droite tous les avantages en fait des grands gaps. Je pense que ça a probablement dû être fait. Mais ce qui est clair, c'est que si on va à la slide suivante, une fois encore, on voit que le marché vraiment a une appétence en fait extrêmement forte en fait pour les grands gaps, pour le SiC et le GaN. Le SiC est un peu plus mature que le GaN et on le voit à travers la croissance en fait que vous pouvez voir entre 2020 et 2025, où on voit que sur des sources en fait, on va dire de marketing analytics, on est sur une base à peu près de 3,5 milliards en 2025, alors que le GaN, on va se retrouver à peu près à la moitié, un demi-milliard, mais vous voyez que la croissance du GaN, qui est portée principalement en fait par, là on le voit sur 2020-25 et un peu plus par l'automobile, mais on voit que, et vous l'avez vu tout à l'heure, tous les segments en fait applicatifs sont intéressés, et donc on va parler en 2027 à peu près, 2028 à peu près un marché de 1 milliard. Pour rappeler, pour vous donner un peu un paysage, le marché en fait de l'électronique de puissance, qu'il soit sous forme de transistor classique, hein, discret, ou au module, ça représente à peu près 18 ou 19 milliards de dollars de business. Donc vous voyez qu'il reste encore une place importante en fait aux technologies traditionnelles, mais petit à petit, bien évidemment, grâce à des nouvelles applications également, hein, donc c'est pas juste du remplacement, on va dire, des technologies classiques, mais c'est aussi des nouvelles applications. Un bon exemple, c'est le LIDAR, par exemple, qu'on voit apparaître de plus en plus, où grâce en fait à la rapidité des grands gaps et entre autres là de l'utilisation du GaN, basse tension, on a finalement une imagerie numérique en fait du LIDAR, hein, puisque c'est une forme de radar, extrêmement précise et qui permet finalement de répondre à toutes les exigences aujourd'hui de la voiture autonome, par exemple. Et donc ça, c'est un nouveau marché, bien évidemment, et c'est pas un marché, si vous voulez, qui est existant et où le GaN va remplacer en quelque sorte le silicium. Voilà. Donc un marché très intéressant pour bien évidemment pour les industriels, hein, vous voyez la croissance. Et donc dans ce cadre-là, Hexagan et ST Microélectronique ont des solutions produits, développent des solutions produits pour pouvoir répondre à l'ensemble des applications qu'on peut voir ici listées. Voilà. Donc passons à la slide d'après. Alors ce qui est clair, je ne vais pas parler des bénéfices, ça a sûrement été dit plusieurs fois. Par contre, c'est pour un industriel, quels sont les challenges? Alors le premier challenge, bien évidemment, c'est le coût.
Et le coût, lorsqu'on fait du semi-conducteur, il est lié finalement à la taille du wafer. Plus le wafer finalement va être important, plus le coût ramené à la puce, hein, puisque c'est finalement un motif qu'on répète sur une galette en quelque sorte, bah, plus le coût va être plus faible. Par contre, comme vous le savez, plus le wafer est grand, plus il y a des challenges techniques. Donc ce qui est important quand on est industriel, c'est de trouver finalement le bon compromis entre le coût finalement que l'on va obtenir de nos lignes manufacturing par rapport finalement au challenge technique qui est associé. Donc ça, c'est un vrai et un premier challenge. Et l'intérêt finalement de ST vis-à-vis de Hexagan a été principalement sur justement ce développement technologique de l'épitaxie GaN sur silicium sur du 8 pouces. Une des valeurs en fait de Hexagan et apportée finalement dans le spectre de ST, c'est vraiment toute cette expertise qui vient une fois encore hein, d'Hexagan, mais aussi en fait du CEA, qui a développé finalement les bons process par rapport à un ensemble en fait d'équipements existants sur des lignes manufacturing existantes, donc d'être capable aussi, grâce en fait à ces procédés, d'être capable de fournir aussi la demande. Parce que faire un procédé sur une machine qu'on va effectivement être capable de bien ajuster, je dirais, tourner les boutons, c'est un challenge, mais c'est pas suffisant. Bien évidemment, il faut être capable d'alimenter la demande. Et bien évidemment, quand vous avez un marché de 1 milliard, ça ne se fait pas avec une seule machine. Et c'est là finalement toute la force de l'écosystème français, grâce à tout l'effort qui a été fait entre Hexagan et CEA, c'est d'avoir finalement un process relativement simple, de qualité, qui amène en fait un coût wafer qui soit parfaitement aligné avec les objectifs et être capable à ce moment-là d'être le fournisseur de choix en quelque sorte pour les différents segments de marché qui ont besoin de la qualité, qui sont capables d'amener du volume. Alors pour les nommer, bien évidemment, tout le monde industriel, le monde du consumer et l'automobile, sans oublier, et on le voit apparaître de plus en plus, une demande qui monte, je dirais d'une manière importante, tout ce qui est en fait l'aéronautique et le spatial également, avec tout l'intérêt bien évidemment du grand gap sur ces applications-là. Un challenge aussi sur la partie réalisation du device, ou si vous voulez la réalisation du produit, des challenges par rapport au silicium, hein, lorsqu'on se compare ce qu'on appelle en fait l'intégration au niveau système. Vous le verrez tout à l'heure que utiliser des composants extrêmement rapides, c'est un petit peu comme des composants radiofréquences, hein, ça se fait pas aussi simplement que je dirais des systèmes silicium très basse fréquence. Donc ça, c'est aussi important pour nous de tenir en compte de cette problématique d'utilisation et de fournir des produits qui viennent en quelque sorte minimiser l'effort. Et puis aussi deux points importants, c'est que le grand gap, et en particulier le GaN, il n'y en a pas en fait sur le marché en fort volume. Donc il y a une vraie notion de proven in use qui se doit d'être traitée, et la manière dont on le traite actuellement justement au niveau d'Hexagan mais aussi d'ST, c'est de s'assurer à un moment donné qu'on peut être présent en fait pour le marché qui sont à rapide adoption. Donc vous le verrez, en fait, c'est tout le marché ce qu'on appelle du consumer. Donc par exemple, on voit apparaître de plus en plus de chargeurs très dense à base de GaN. Donc, dit autrement, on le reverra, mais juste pour vous expliquer, aujourd'hui, un chargeur, globalement, c'est une dizaine de watts, une quinzaine de watts. Grâce en fait au grand gap et en particulier au GaN, on arrive à mettre 60 watts. Donc, du coup, on arrive aussi à répondre à davantage d'applications que juste la téléphonie hein, ou le smartphone, mais aussi en fait tout ce qui est desktop, tout ce qui est PC computer. Et donc ça va nous permettre d'avoir énormément de volume. Ça va nous permettre en fait d'apprendre finalement de la technologie, puisqu'il n'y a pas de proven in use, mais on va commencer à en avoir dans le domaine en fait du marché grand public, qui va permettre de comprendre en fait quelles sont les améliorations nécessaires qu'on peut mettre en place pour justement des marchés ou des applications qui sont beaucoup plus, je dirais, en demande par rapport en fait à des niveaux de qualité ou voire même à un environnement hein, qui soit beaucoup plus, je dirais, contraint. J'entends un chargeur, vous pouvez l'utiliser entre guillemets 0 degré et 45 degrés. Il n'y a pas de raison finalement que vous l'utilisiez à moins 55 degrés. Par contre,
bien évidemment, vous le savez, des applications peuvent avoir cette demande-là. Donc tout ça va nous permettre finalement de monter en puissance à la fois grâce au volume, à mieux comprendre en fait notre technologie, ses forces et ses améliorations nécessaires. D'où finalement la notion aussi importante des challenges en fait dans le grand gap, c'est d'avoir en fait une supply chain qui soit robuste, que l'on peut contrôler. Et c'est là que c'est important à partager, c'est que ST a décidé d'investir donc sur le site de Tours et d'avoir en fait une ligne manufacturing dédiée en fait pour le GaN et d'être capable finalement de répondre à la fois à la souveraineté, rappelez-vous, j'en ai parlé, c'est important, mais aussi d'être capable d'avoir en interne le propre contrôle en fait de sa technologie pour être en mesure d'améliorer et d'être parfaitement aligné avec les attentes en fait du marché et de ses clients. Alors bien évidemment, vous voyez. Monsieur Moreau, il vous reste 4 minutes. Justement. Alors ça va être rapide. Donc je vous propose d'aller un peu sur l'autre slide. Donc comme j'expliquais, la problématique en fait de l'utilisation des produits, c'est que ces produits vont extrêmement rapidement, très très vite, et donc finalement, on est face à des problèmes d'oscillation, des pics de surtension qu'il est important en fait de maîtriser. Et lorsque l'on veut à ce moment-là s'assurer que l'usage des produits se transforme en produits en quelque sorte qui soient utilisés en volume, il est important d'amener des solutions. Donc dans ce cadre-là, next slide s'il vous plaît, ST et Hexagan propose une famille de produits qui permet à la fois par rapport finalement à une forme d'implémentation, on va dire un petit peu classique ou tout à fait standard, d'avoir en fait des produits qui sont robustes et sont capables de supporter à ce moment-là des stress dus au fait que les produits sont rapides. C'est la famille G-FET, c'est la famille G-Drive à base de cascode. Et enfin, dans le cadre des produits où on veut vraiment obtenir, monter en fréquence et vraiment être capable d'avoir tout le bénéfice en quelque sorte de la technologie GaN, d'avoir en fait une famille de produits qu'on appelle GM. Next slide. Ça, c'est le portfolio. Vous voyez que l'on a un ensemble de produits avec des RDS-on qui vont, on va dire, de l'ordre d'une vingtaine de milliohms jusqu'à 200 milliohms, dans une gamme de produits qui va du 100 volts jusqu'à du 900 volts. Alors, le 900 volts est en cours, et grâce à la synergie ST, on peut imaginer d'intégrer ces puces dans différents types de packages, différents types d'avantages. On parle aujourd'hui de plus en plus, par exemple, d'intégrer des puces dans les PCB. C'est un exemple, par exemple, ce qu'on appelle le 2S pack, là, que vous voyez, le package qui est vert. Et si on va à la slide suivante, rapidement, voilà, on voit à un moment donné ici quelles sont les différentes solutions, les avantages. Donc je ne vais pas les lire bien évidemment, mais ça permet finalement à la fois d'avoir une solution de puissance ou finalement qui est robuste à base de cascode. On a une solution J-Drive qui vient d'Hexagan également, où là on intègre le driver dans le même boîtier. Donc là, vous avez quelque chose d'extrêmement simple à utiliser. Et puis, comme je le disais, une solution où la miniaturisation permet finalement de travailler sur la densité de puissance. Et là, on a des solutions qui sont à base de GM, qui peuvent être intégrées dans un PCB, hein, le petit produit que vous voyez ici vert, ou éventuellement qui utilisent des techniques, si vous voulez, de copper clip, de flip chip ou des choses relativement connues, on va dire aussi dans le monde du silicium, et qui permet d'avoir en fait une couverture globale des besoins des clients. Voilà, slide d'après. Donc ça, c'est les caractéristiques techniques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais probablement vous savez que si vous avez un produit TO220 avec des pins relativement longs, il y a des parasites type RLC qui sont probablement à ne pas utiliser en quelque sorte pour l'utilisation des produits grand gap, d'où finalement une intégration en fait plus importante dans les packages dont on parle. Et vous voyez ici par exemple les caractéristiques, et qui évite justement d'être dans ces oscillations, ces transients, ces pics comme on pouvait le voir sur le dessin, et d'être dans quelque chose de beaucoup plus sain en regard finalement de certaines technologies. Si on passe à la slide rapidement d'après, ça a dû être expliqué, l'avantage du GaN par rapport au silicium, donc je ne vais pas le couvrir ici. Ça, c'est ce que je partageais tout à l'heure. Là, on voit apparaître, hein, et pas uniquement Hexagan ST, on voit apparaître d'autres fournisseurs, comme l'a nommé Frédéric. Vraiment, on voit aujourd'hui que beaucoup de plateformes en fait de chargeurs
une fois encore, qu'ils soient de téléphone, smartphone ou desktop, sont en train d'adopter le GaN, pratiquement pas 100% bien sûr, mais ce qui est intéressant à partager ici pour l'ensemble en fait des acteurs de l'électronique de puissance, c'est le volume que ce type d'application va être capable de driver et va apporter finalement à l'amélioration de la technologie, puisqu'on pourrait dire que le GaN n'est que dans sa première ou ses premières générations, et lorsqu'on regarde les applications du type automobile, aéronautique ou autre, on n'a pas réellement encore aujourd'hui de volume associé. Donc les 2-3 prochaines années, on va pouvoir se nourrir vraiment, on va dire, de la compréhension de ce que le marché grand public aura en quelque sorte comme feedback en qualité, mais aussi va être capable d'améliorer aussi les coûts, puisque le volume est un vecteur important. Et c'est la raison pour laquelle je voulais partager cette slide. Et vous le voyez en fait dans un article au mois de mars. Le GaN, ça y est, c'est parti dans le grand public et le reste va suivre très rapidement. Voilà. Slide peut-être d'après rapidement, on va couvrir rapidement. Bon, le GaN pour l'automobile, je pense que là tout le monde en parle. Hein. Globalement, 2024-2025, ça démarre. Alors ça démarre le GaN pour l'onboard charger et puis tout ce qui est, on va dire la conversion batterie haute tension vers la batterie conventionnelle. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, la partie traction, aujourd'hui, il est clair que c'est plutôt le carbure de silicium, donc slide d'après, qui aujourd'hui représente quand même le gros du marché. Donc dans ce cadre-là, ST a déjà développé, comme je disais, c'est déjà un peu plus mature que le GaN, donc est en train d'introduire sa 3e génération. Alors une génération, j'aurais tendance à dire basse tension, donc 750 volts, mais aussi bien évidemment une génération haute tension 1200 volts. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de la tension de bus en quelque sorte, 400 volts, 750 volts, on va avoir en fait des avantages au niveau système, entre autres sur l'efficacité, qui vont être un peu différents et qui, dans le cadre de l'automobile, va se traduire finalement par un poids de la batterie ou une batterie peut-être un peu plus faible, ou pour une batterie identique, d'avoir en fait une autonomie beaucoup plus forte. Et vous le savez tous, quand on voit les voitures électriques d'il y a à peu près 5-10 ans, on s'inquiétait tous de l'autonomie. Aujourd'hui, on n'a plus du tout à être inquiet. On arrive maintenant à faire 400, 500, 600 km, et donc finalement d'être aligné parfaitement avec, on va dire, les voitures tout à fait conventionnelles, donc j'entends les moteurs à combustion. Si on prend la slide d'après, il y a aussi un point qui est très important. On va vous demander peut-être juste de si vous pouvez conclure. Je vais finir alors. Je vous remercie. Juste un point qui est important, c'est que, bien sûr, tout ce qui est important en fait au niveau des grands gaps, c'est qu'il y a bien évidemment une amélioration au niveau de la performance technique du système, mais il y a une vraie amélioration aussi au niveau du coût. Et on le voit ici, si vous voulez, simplement par la taille de puce. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le coût il est lié finalement à la taille de puce sur une galette donnée ou une surface donnée. Là, vous avez des chiffres que vous pouvez prendre en référence. C'est des chiffres qui sont aujourd'hui utilisés sur beaucoup de voitures électriques, entre autres des voitures qui viennent de l'autre côté de l'océan. Donc, bien sûr, je ne partagerai pas la marque, mais vous imaginez. Donc ça, c'est vraiment des faits réels et qu'on peut très vite effectivement projeter sur d'autres applications qui soient des applications du contrôle de moteur dans l'industriel, comme aussi bien l'aéronautique par exemple. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Donc je terminerai sur cette slide-là en disant bien évidemment, quand on associe en fait des produits grand gap et en particulier le carbure de silicium, on pense en fait à la puce par elle-même, donc qui vient de la galette de silicium, mais il faut penser aussi packaging, et c'est dans ce cadre-là où ST effectivement a toujours été un des leaders en fait innovants, de package innovant, adapté finalement à l'application. Et là c'est un exemple, vous voyez à gauche, voilà ce qui est en train de se développer, ce qu'on appelle le ST Pack, et ce que vous voyez à droite, le HU3 Pack, aujourd'hui c'est présent, si vous voulez, sur ces fameuses voitures électriques américaines. Voilà. Et donc c'est disponible actuellement, donc le 3, la HU3 Pack, pour à la fois des technologies, je dirais, plus avancées, Gen 3 de carbure de silicium, mais bien évidemment, on peut imaginer de l'utiliser aussi pour le GaN, et puis bien évidemment pour des technologies conventionnelles. Donc pour résumer, et en gros, donc Hexagan
travaille en collaboration avec ST, finalement bénéficie de toutes ces synergies et toute la puissance de ST pour être le leader de l'électronique de puissance comme ST l'était sur le bipolaire, le MOSFET, sur le carbure de silicium et maintenant en fait sur le GaN. Et donc on aura une offre complète qui permettra de répondre à l'ensemble en fait des segments applicatifs et d'être en même temps le leader européen et un des leaders français qui sera capable de fournir aussi la demande demandée en fait par l'ensemble des industries en fait européennes. Voilà. Excusez-moi pour les quelques minutes en trop. Donc je peux maintenant vous être ouvert à différentes questions si vous en avez. Merci Eric. Émilie, Marine, des questions? Alors, pas dans le... Ouais, pardon. Vous n'avez pas de questions? Non. Bon, alors moi j'en ai une pour Eric. Là. Effectivement, tu as montré que je dirais les produits GaN là, sont une réalité, là, notamment chez le grand constructeur outre-Atlantique. Et tu as parlé de la robustesse des produits. Est-ce que, je dirais, comment vous faites la preuve, je dirais, de cette maturité des produits, de leur fiabilité? Sur quel standard de test, de qualification vous appelez? J'en vois un notamment sur la planche, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et sur les activités que vous avez conduites pour démontrer cette maturité, cette fiabilité? Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question et je vais essayer d'être relativement succinct des cours parce qu'elle demanderait en fait de passer beaucoup de temps. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que le JEDEC, la norme JEDEC, a pris le problème en fait il y a déjà 5 ans et dire les normes actuelles sont probablement pas complètement alignées avec les attentes en fait des clients et les évidences nécessaires pour pouvoir assurer en quelque sorte une adoption rapide en fait de cette nouvelle technologie. Je vais le dire autrement, d'une manière peut-être même un peu brutale. Certains clients clairement nous disent la ECQ 101, ce qu'on voit à l'écran ici, n'est pas suffisante pour nous convaincre et pour qu'on soit confiant à introduire les produits sur nos automobiles. Donc suite à ça, et comme je le disais, la norme JEDEC, et non pas la norme AEC, a déjà pris le problème un peu en anticipation, et il y a déjà des nouveaux standards qui s'appellent en fait la JC 70, alors -1 pour le GaN, -2 pour le SiC, qui tient compte en fait des spécificités du GaN, à la fois en fait sur ces mécanismes en quelque sorte de j'aime pas dire défaillance, mais quelque part, Frédéric en a parlé quand on parle par exemple de current collapse ou de dynamique RDS-on par exemple, donc qui sont propres en fait à la technologie GaN par exemple. Le SiC a d'autres aussi, disons, mécanismes qui sont à regarder plus précisément. Et donc le JEDEC a déjà listé en fait un ensemble je dirais de choses à définir pour être déjà en quelque sorte, lorsque vous qualifiez un produit, si vous mettez par exemple un stamp JEDEC, c'est que vous avez déjà démontré que le produit est capable d'atteindre tel ou tel niveau finalement de qualité, hein, pour être honnête. Mais est-ce que c'est suffisant pour être capable de dire maintenant je peux mettre effectivement mon composant dans l'automobile et atteindre un niveau de quelques ppm? Non. Donc dans ce cadre-là, on adresse en fait le problème et donc Hexagon ST à travers en fait des programmes qu'on appelle par exemple GaNRET, qui est aussi un programme déjà existant qui s'appelle Secret, où là en fait on parle en fait de l'application, on parle en fait du profil de mission, donc vraiment ce que le produit doit être capable finalement de soutenir, et on vient en quelque sorte rétablir quels sont les paramètres finalement critiques, quelles sont finalement les durées de vie attendues en quelque sorte sur ces paramètres critiques. Dit autrement, ça revient à dire quels sont les modes de défaillance, quels sont les mécanismes de défaillance, quelles sont les lois d'accélération de vieillissement. Et à ce moment-là, on est en mesure de refaire les tests, d'être beaucoup plus précis et de faire un lien très fort entre le test électrique et le test de vieillissement d'un ou de plusieurs paramètres au niveau du produit et de faire le lien, comme je disais, très fort par rapport à l'application et le profil de mission.
Donc ça, c'est en cours, par exemple, dans les programmes PFA. Le programme, par exemple, GANRET a été labellisé récemment en fait par la PFA, et c'est un programme qui va être développé d'ici, on va dire, pratiquement les 2 prochains trimestres, pour à peu près 1 an ou 2 ans. Ici, on va dire sur l'ensemble l'ensemble de la région toulousaine, il y a des grands acteurs qui aujourd'hui sont extrêmement actifs autour du SICRET, et ils seront extrêmement également autour du GANRET. Voilà, donc qui va servir l'ensemble du bassin toulousain, mais pas que, bien évidemment, puisque ça adresse l'ensemble des applications, et en particulier l'automobile, l'aéronautique et aussi l'industriel. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui. Je te remercie pour cette vision, je dirais, industrielle qui a suivi la vision, je dirais, recherche de Mathieu et de Frédéric. Juste pour terminer, est-ce que ces données de tests de qualification seront, je dirais, pourront être fournies aux clients du composant? Alors, quand on regarde en fait la partie qualification, on va dire tout à fait classique, si on réfère au JEDEC et au JC70, la réponse est oui, hein, puisque de toute manière, il n'y a pas de raison de ne pas le partager. Maintenant, quand on réfère à l'AECQ, on va dire amélioré, de toute manière, l'ensemble de ces informations sont aussi disponibles. C'est-à-dire que, par exemple, l'AEC va demander que lorsqu'on fait des tests de vieillissement, qu'on soit capable de donner quelles sont les variations, par exemple, de certains paramètres. Donc ça, c'est aussi effectivement disponible. Après, lorsqu'on va développer sur un profil de mission défini et d'être capable de finalement de fournir l'ensemble des informations pertinentes, j'aurais tendance à dire que le profil de mission, il appartient au client, il appartient à l'application. Donc c'est là où j'aurais tendance à dire que probablement l'ensemble des informations ne sera pas complètement ouvert à un ensemble de, je dirais, de clients à partir du moment où ils font pas partie, dans un premier temps, je dirais, du partenariat qui tourne autour de GANRET, par exemple. Voilà, pour être honnête. Mais bien évidemment, on va extrêmement s'en inspirer pour pouvoir après donner des informations et faire en sorte que le niveau de confiance en fait sur l'usage de nos produits soit aligné avec l'attente des clients et du segment applicatif. Donc on retraduira sous une autre forme, mais on ne donnera pas les données brutes, si vous voulez. Merci Mathieu, Frédéric, Eric. Le mot de la fin, Marine et Émilie. De mon côté, merci beaucoup aux différents intervenants et participants à ce webinaire. Je pense qu'on était sur un sujet technique et les interventions étaient vraiment à la hauteur pour essayer de clarifier un peu justement où est-ce que l'on en est sur ces 2 types de techno. Donc, merci beaucoup et à votre disposition pour des échanges ultérieurs. Voilà. Émilie. Je vais juste remercier les intervenants et les participants, et donc vous recevrez très prochainement les liens pour accéder au replay et au contenu si on a les autorisations des intervenants. Bon, très bien. Donc, merci à tous. On va clôturer ce webinaire. Bonne fin de matinée et puis bon appétit à tous. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.